Bientôt des parkings payants au plateau. Le projet e-parking permettra une bonne fluidité routière. Des baies de stationnement seront aménagées. Ces baies seront donc payantes. C'est un projet de la mairie du plateau. Et puis bientôt aussi la rentrée scolaire, mais toujours pas d'affluence dans les librairies. Plusieurs raisons expliquent cette situation. Le constat de Kone Pagasoro dans ce 13h. En Italie, la terre a tremblé aux premières heures de ce mercredi. Bilan au moins 38 morts, un bilan toujours provisoire. Les dégâts sont importants. Bonjour à tous. Par moments, c'est difficile de trouver une place au plateau, centre des affaires, pour se garer lorsqu'on a des courses administratives. Pour résoudre le problème et permettre une bonne fluidité routière, la mairie initie le projet Parkmètre ou e-parking, c'est-à-dire que des baies de stationnement seront aménagées, ces baies seront payantes, le coût varie de 300 à 500 francs CFA. À Mississauga. Centre des affaires de la ville d'Abidjan, la commune du plateau accueille au quotidien pas moins de 13 000 véhicules. Trouver des places de stationnement n'est pas chose facile. Selon la municipalité, seulement 6 000 places de parking sont disponibles. Je suis venu avec mes enfants qui sont allés faire des courses. J'aurais pu bien les accompagner. Mais étant donné qu'il y a des difficultés de stationnement sur le plateau, je suis obligé de rester à l'intérieur de mon véhicule. On n'a pas un coin précis. Tu vas garer dans un coin. On vient de trouver, on te dit que la société est garée sur la société. Il n'y a pas un parking principal pour nous. Pour répondre aux besoins de stationnement, la solution trouvée par la mairie du plateau est le e-parking. Une méthode pour rendre le stationnement aisé. Nous nous sommes appuyés sur une expérience en Afrique du Sud, à Johannesburg, non seulement qui règle le problème du stationnement et de la fluidité au plateau, mais en plus qui permet d'insérer des jeunes. On va profiter de l'occasion pour insérer les NAMA. Tout va donc changer avec le e-parking. De nouveaux parkings publics seront construits. Il est même prévu des parkings en hauteur et plus de 4000 baies seront réaménagées. Le stationnement désormais réglementé va coûter de 300 francs à 500 francs CFA l'heure. Quand vous viendrez au plateau, vous allez trouver des baies aménagées, des baies de stationnement. Et donc, quand vous garez votre voiture, vous êtes approché par un agent de stationnement qui vous dit ce qu'il faut payer et vous payez son montant, il vous remet un ticket et vous allez en toute quiétude donc à votre rendez-vous ou à faire votre course. Pour donner les chances de succès à son projet e-parking, la mairie du plateau va procéder à une série de tests sur les grandes artères. La phase pilote démarre les prochains jours sur le boulevard qui mène de la cathédrale Saint-Paul à l'immeuble Longchamp. Après les réajustements nécessaires, le e-parking devrait être appliqué à l'ensemble du plateau au plus tard à la fin de cette année. L'actualité, c'est aussi la rencontre des experts de la CEDEAO. Ils se réunissent à Abidjan pour échanger sur les migrations en Afrique de l'Ouest, l'impact de la libre circulation et les défis en matière de migration. L'objectif est d'élaborer une politique interrégionale sur la libre circulation et la migration. Reportage Herman Guivet. Les mouvements de personnes à travers la CEDEAO s'observent presque tous les jours, du nord au sud, d'est en ouest. Comment ces mouvements doivent-ils s'opérer tout en garantissant la sécurité des pays de la sous-région? Une question à laquelle experts de la CEDEAO, gouvernement suisse, organisations internationales et autres agences des Nations Unies tentent d'apporter réponse. La région de la CEDEAO est caractérisée par des niveaux élevés de mobilité humaine transfrontalière, une mobilité humaine transfrontalière causée par les changements climatiques, les attaques terroristes
et la migration volontaire. Aujourd'hui, on sait que la migration pose d'énormes défis, dont des défis sécuritaires. Mais les défis sécuritaires ne doivent pas nous faire renoncer à un certain nombre de choses. Donc, il faut prendre des décisions de façon collégiale. C'est une réunion des experts qui va être suivie d'une réunion au niveau ministériel. Donc, les experts feront des comptes rendus aux différents ministres. Et ensuite, les ministres vont se rencontrer dans la journée de jeudi pour sortir des résolutions fortes sur les questions migratoires en Afrique de l'Ouest. Une migration forte des populations au sein de la CEDEAO qui, pour des raisons de pauvreté, vire à l'immigration clandestine. Nous avons un grand nombre de personnes donc de l'Afrique de l'Ouest qui essaient d'aller à l'aventure, de transiter à travers le désert donc, du nord de l'Afrique. Empêcher les gens d'aller à l'aventure, donc de devenir des migrants. Ce qu'on peut faire, c'est de voir comment au mieux gérer cette question. Ils avaient pour objectif de trouver le bonheur. Ils trouveront malheur en chemin. L'édition 2016 de la Réunion sur le dialogue sur les migrations en Afrique de l'Ouest, le MIDOA, vise l'élaboration d'une politique intra-régionale sur la libre circulation et la migration. C'est tout un dossier qui concerne le poisson. Le poisson est beaucoup consommé par les Ivoiriens. Thon, tilapia, soso, carpe blanche, capitaine, bref, aujourd'hui, les prix grimpent. Ils dépassent même ceux de la viande. L'État importe près de 80% des consommations des ménages. Le chemin de l'autosuffisance en produits halieutiques reste encore long. C'est toute une bataille pour acheter le poisson moins cher, le poisson à moindre coût. C'est le grand angle de Jean-Luc Gbagbo. Sur la lagune ébriée, de rares pirogues de pêcheurs de retour de la haute mer, sous le regard impatient de plusieurs acheteuses de poissons, aux aguets depuis plusieurs heures dans l'attente de la pêche du jour. Mais sur les quais, seule une demi-douzaine de pirogues arrivent avec le cargaison aussitôt prise d'assaut. Attends, il y a passé. Tu n'as pas poisson sur ma tête ou bien? C'est passé. Poisson 20 000, on dirait poisson 10 000. Eliane, revendeuse à Abobodoumé, une des chanceuses du jour, repart après 7 heures d'attente avec une bassine de poissons qui vaut de l'or. J'ai été obligée de vous donner mon poisson. Je ne suis pas obligée de descendre. Il était devant moi poisson. Il ne vend pas. Il ne vend pas, il est détaillé. Hey, les femmes là vont me tuer dans l'eau, tellement il n'y a pas de poisson. Malgré les sollicitations des autres revendeuses, Eliane préfère revendre elle-même directement aux clients, bien plus rentable en cette période où la demande explose. De quoi lui assurer une marge. Ça, c'est à 25 000. Ici, 5 000, 5 000, 2 500. Oh, mais tu sais que ça, c'est ton blanc. J'ai payé à 20 000, il faut me mettre 2 000. Le marchandage dure, la négociation est serrée, fini les profits d'un temps qui ont fondu avec la pénurie de poissons. Pour le moment, c'est cher, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est ce que je vous ai dit, ce n'est pas le moment. Donc c'est un peu cher. Habituellement, les bassines de poissons, on fait à 20 000, 22 000. Mais aujourd'hui, là, tu n'as pas 25 000, tu ne gagnes pas. Non seulement ce n'est pas bien servi, mais c'est cher. Cher parce que de plus en plus rare, à en croire les pêcheurs de poissons frais dans cette base de Vridi, Zimbabwe. À l'aube, ils se préparent à une sortie en mer. Des pêcheurs traditionnels, 11 000 recensés en Côte d'Ivoire, qui fournissent la moitié du poisson consommé dans le pays. Peter Kobina est patron de pêche depuis 13 ans. Sa préoccupation depuis plusieurs mois, c'est charge en carburant. Essence là, c'est bon non? Ok, 4 bidons, hein? D'accord. Donc on va aller vite pour venir, hein? Le carburant maintenant qu'on touche maintenant, c'est cher. Parce que l'État nous donne sa haute tasse. Mais si tu vas à mer, comme ça, exemple, tu as pris au moins 5 bidons de carburant. Peut-être arrivé là-bas, tu ne vas pas avoir de poisson. Le poisson là, tu ne connais pas où il se trouve. C'est maintenant que tu s'en vas chercher. Donc, si tu as la chance, tu as eu, tu dis Dieu merci. Poisson, ça va où? Maï n'a pas sorti. À la recherche des zones de pêche, Peter et ses hommes sont obligés d'aller de plus en plus loin des côtes. Plus de trajets, plus de carburant pour des parties de pêche de plus en plus chères et souvent un poisson introuvable. Et la pêche, c'est comment? C'est pas toi ça. Filet là, c'est depuis quand tu as mis dans l'eau? Depuis avant-hier.
Il n'y a même pas un poisson qui est sorti. Ah, ok. À plus de 4 km des côtes, l'équipe de Peter finit par larguer ses filets. Des filets de pêche qui représentent un gros investissement pour le pêcheur, sans garantie de bénéfices. Filet là, c'est cher maintenant. Pour avoir une filet comme ça, si tu n'as rien dépassé, plus de 5-6 millions. Voilà, ça fait 3e poisson qu'on vient d'attraper. Bon, merci beaucoup. Du courage, hein. Merci. Aujourd'hui, c'est pas bon, mais on peut le prendre ça demain. Seulement 3 poissons en 6 heures de pêche, un maigre butin. À peine 75 000 tonnes de poissons pêchés en Côte d'Ivoire sur les 360 000 tonnes consommées chaque année. 80% d'importation et un peu plus de 5% issus de l'aquaculture. L'aquaculture, l'élevage de poissons dans des bassins d'eau, une solution pour faire face à la pénurie actuelle. Tu peux te déplacer avec ton équipe, ceux qui font le nettoyage des enclos. C'est la conviction et le combat de Marc-Olivier Togbé, le directeur de la station aquacole de Jacquesville, une des plus grandes d'Afrique de l'Ouest. Dans les étangs, des centaines de poissons géniteurs pour assurer une reproduction rapide de l'espèce. On va vérifier la présence effective de nos stocks. Ici, c'est les jeunes géniteurs qu'on avait collectés là. L'objectif du chef de la station, multiplier les poissons par milliers pour pouvoir mettre à la disposition des pisciculteurs jusqu'à 1 million de petits mâchoirons. On a beaucoup pêché. Les stocks dans le milieu naturel sont en train de diminuer. Il faut pouvoir maintenant produire pour pouvoir combler le déficit. Vous voyez, aujourd'hui, quand les dames vont au port, on vous dit, nous sommes arrivés à 6 heures, on n'a pas eu de poisson. Mais là, quand vous élevez, c'est à tout moment disponible. Si le marché est suffisamment satisfait, il va de soi que les prix sur le marché aussi, c'est-à-dire, vont être réduits, vont diminuer. Des prix hauts qui s'expliquent au final autant par les coûts du carburant, c'est des coûts de production et notamment des filets de pêche, par la raréfaction des ressources halieutiques soumises aux aléas climatiques et maritimes. Autant de facteurs à prendre en compte dans la bataille pour du poisson moins cher. Et là, c'était le grand angle proposé par Jean-Luc Gbangbo sur le poisson qui coûte cher sur le marché. Et pourtant, le poisson donne la santé. En santé, justement, les pays membres de l'organisation du corridor Abidjan-Lagos se sont retrouvés récemment à Abidjan pour faire le point des actions sur le terrain. Les 6 parties nationales ont présenté un bilan positif des campagnes de sensibilisation et de dépistage. Les acteurs ont également été formés. Quant au public cible, notamment les routiers, les commerçants et autres ont eu une meilleure approche des mesures de prévention, nous dit Serge Collier. Cette première réunion du comité consultatif interpays de l'organisation du corridor Abidjan-Lagos, OCAL, vise 2 objectifs. Renforcer la connaissance des locales auprès des parties nationales, échanger sur les activités présentées et discuter du processus de dévolution. Les échanges se sont articulés autour des activités menées le long du corridor. Les pays membres ont notamment présenté les différents programmes nationaux de lutte contre le sida. Dans l'ensemble, le bilan est positif. On peut citer comme action la sensibilisation sur le terrain, la formation des éducateurs de pairs et des membres des comités et le dépistage sur les routiers, les migrants, les jeunes filles et les femmes. Des avancées notables sont à souligner. Les aspects institutionnels de l'OCAL étaient également au menu des discussions. L'organisation du corridor Abidjan-Lagos, OCAL, a été créée en 2002 par les chefs d'État de 5 pays, notamment la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin et le Nigeria, avec l'appui de la Banque mondiale et de l'ONU-SIDA. Le but de ce projet est de réduire la propagation des IST-VIH-SIDA et de contribuer à atténuer l'impact socio-économique de l'épidémie au niveau du corridor, par l'accroissement de l'accès aux services de prévention et de soins en matière de VIH-Sida. Toujours en santé, Serio, localité située dans le département de Gagnoa, a désormais son ambulance. Le don est de l'ancien ministre de la Santé et cadre de la région, le professeur Maurice Kakougikawi. Commentaire Honorine Aingori. Améliorer les conditions de vie des populations à travers des actions de développement, c'est à cet exercice que s'attellent depuis peu les cadres du département de Gagnoa. Récemment, c'est l'un des fils de cette localité, le professeur Maurice Kakougikawi,
qui a fait don d'une ambulance au centre de santé de Serio, localité située à 35 km de Gagnoa. Occasion pour la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Raymond Goudou-Kofi, de rendre hommage aux donateurs. La nouvelle ambulance devra répondre aux besoins des 33 000 habitants des 7 villages que compose la sous-préfecture de Serio. On reste toujours à Gagnoa pour parler cette fois-ci éducation. Dans la région du Gor, un lycée d'excellence va ouvrir ses portes cette rentrée scolaire. Il est situé dans le village de Godiablé, à moins de 10 km de la ville de Gagnoa. C'est une initiative du conseil municipal de Gagnoa en partenariat avec la fondation ATEF au maïs. Ce lycée d'excellence va coûter 1,5 milliard de francs CFA. Mahama Traoré et Astou Touré. Gagnoa, un pôle d'excellence scolaire dans les années à venir. C'est la vocation donnée à ce lycée en pleine construction dans le village de Godiablé, à moins de 10 km de la capitale du Gor. Fruit d'un partenariat entre le conseil municipal de Gagnoa et la fondation ATEF au maïs, le projet va comprendre un lycée à base 7, un internat de 500 places pour les jeunes filles et une salle multimédia. Tout ceci pour un coût global de 1,5 milliard de francs CFA, financé par la fondation ATEF au maïs. Aujourd'hui, la fondation a pratiquement fini de construire les premiers bâtiments, soit 14 salles de classe, le bâtiment de l'administration, la bibliothèque et la salle informatique. Et nous pensons qu'ils sont à la phase de la peinture, que ces bâtiments-là seront livrés à l'État de Côte d'Ivoire pour la rentrée scolaire 2016-2017. Outre l'excellence qu'il va incarner, ce lycée aura également pour vocation de préserver l'environnement avec en son sein un jardin botanique, d'où son nom, lycée vert. Un lycée donc pour accueillir les élèves de Gagnoa pendant la rentrée scolaire. C'est le 19 septembre prochain. Pour le moment, pas d'affluence dans les différentes librairies, mais certains parents font le déplacement soit pour se renseigner sur le prix des livres et des cahiers, soit pour des achats de manuels scolaires. Le constat de Kone Pagassoro. Dao Ibrahim est vendeur de livres d'occasion depuis plus de 38 ans dans la commune d'Abobo. Sa spécialité, les ouvrages scolaires. Pour lui, chaque année, le scénario est le même. Pas d'affluence à moins d'un mois de la rentrée scolaire. Les parents d'élèves attendent toujours la rentrée des classes pour se rendre dans les différentes librairies. Je ne sais pas la grande influence. Les parents attendent la rentrée, comme souvent les livres changent, ça ne change pas. Le constat est le même chez ses voisins, mais également dans certaines librairies modernes. On ne peut pas les vendre les livres qui vont changer plus tard. On leur dit de payer. Maintenant, après, s'il y a un problème, il va changer plus. Les parents ont commencé à venir, mais l'affluence n'est pas aussi élevée que ça. J'aimerais que les parents d'élèves n'aient pas à attendre à la dernière minute pour venir acheter les cahiers des enfants. À Adjamé, tout comme à Cocody, les vendeurs de fournitures scolaires se disent habitués par ce rythme lent des parents d'élèves. Ils enregistrent néanmoins la présence de certains parents venus pour les achats de fournitures scolaires. Il y a d'autres qui viennent acheter, il y a d'autres qui viennent se renseigner. Ils disent que la rentrée n'a pas encore bien commencé. Les parents ont commencé à fréquenter la librairie un peu. Plus la date de la rentrée sera proche, je pense que les parents viendront. Quelques élèves et parents d'élèves trouvés dans des librairies décident, eux, d'acheter tôt les manuels scolaires en attendant la liste des fournitures des écoles. Ils dénoncent cependant le changement répétitif des manuels scolaires. Quand on paye les livres d'avance, on arrive, les livres sont déjà changés. L'année passée, ça posait un problème. Par exemple, au niveau du CP1 et puis du CP2, en pleine rentrée scolaire, le livre de lecture a changé. La majorité des élèves qui avaient déjà pris ces livres-là, on était obligé de photocopier. Je pense que s'il y avait des livres à changer, le gouvernement aurait dû laisser l'information. Donc pour le moment, comme nous n'avons pas reçu l'information, nous sommes venus déjà prendre les livres. Je suis venu demander le prix des cahiers. Donc on m'a dit le 100 pages, c'est 1000 francs. Maintenant 200 pages, il a demandé, il a dit c'est 1500. Donc il a dit que s'il revient, il va diminuer pour moi. À la veille de cette rentrée scolaire prévue pour le mois de septembre, librairies à ciel ouvert et librairies modernes ne connaissent pas encore l'affluence des grands jours de la rentrée scolaire.
Et dans le domaine de l'entrepreneuriat, on s'intéresse aux préparatifs de l'African Startup Forum qui se tiendra en novembre prochain. Il s'agit d'un forum qui permettra de créer un cadre pour les jeunes porteurs de projets innovants. Pour réussir l'événement, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et 3 autres structures privées viennent de signer une convention de partenariat. Reportage Emma Niamie. Signature de convention de partenariat entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et des structures privées au pôle scientifique d'innovation de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody à Benjerville. À travers cette signature de convention, les différentes structures s'engagent pour la réussite du Forum économique des startups africaines qui se tiendra ici à Abidjan en novembre prochain. Le Forum économique des startups africaines, c'est de faire la promotion de la création de start-up, c'est-à-dire de très jeunes entreprises pour aider les populations vulnérables, c'est-à-dire les jeunes. Donc ce forum-là va leur permettre de venir présenter leurs différents projets et puis éventuellement de pouvoir obtenir des accompagnements techniques, financiers et de formation. La signature de la convention entre les 3 entités permettra aux jeunes de préparer l'African Startup Forum, le forum économique des startups africaines. Cette rencontre éminemment importante permettra aux jeunes de se familiariser avec l'entrepreneuriat et de devenir demain de grands chefs d'entreprise. 250 jeunes porteurs de projets sont attendus à ce forum. Les 15 meilleurs vont bénéficier d'un accompagnement pour la réalisation de leurs projets. Au cours de cette cérémonie, la ministre Ly Ramata a procédé à la pose de la première pierre d'un bungalow range, un bâtiment modulaire préfabriqué. Cette technologie importée de la Hollande est une solution de maison préfabriquée utilisable à la fois pour les habitations et les bureaux. Pour la construction du bungalow range, les enseignants et les étudiants de l'UFR des sciences de la terre et des ressources minières, particulièrement du laboratoire des géomatériaux, sont associés afin qu'ils s'imprègnent de cette technologie. Après la pose de la première pierre, le professeur Ly Ramata a également inauguré le centre technologique de production, une unité d'assemblage d'appareils informatiques et de téléviseurs. Dans ce centre d'incubation, elle a pu découvrir aussi des jeunes inventeurs. Quand vous êtes volé, la voiture est volée par exemple, et que même à partir d'une cabine téléphonique, ils ont pris votre portable tout, à partir d'une cabine de téléphone, à partir de n'importe quel type de téléphone, vous arrêtez immédiatement le véhicule. Ce produit, en fait, on va le pulvériser sur la carrosserie. Il y a dedans en fait, un principe en fait, actif qui permet en fait, d'encapsuler la saleté qu'il y a sur la carrosserie. Ces jeunes inventeurs qui vont également participer au Forum économique des startups africaines espèrent nouer de solides contacts afin de réaliser leurs rêves. Le Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire s'est retrouvé à Yamoussoukro. Ce sont près de 1500 délégués qui ont effectué le déplacement. Après les travaux, les délégués ont renouvelé leur confiance au président sortant qui sera pendant 5 ans encore à la tête du Parlement des jeunes. Reportage Kader Sogodogo. Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. Assemblée générale élective du Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire. 1500 délégués venus de tout le pays. Placés sous le sceau du développement, les travaux ont tourné autour du thème « Construisons ensemble le progrès pour le bonheur de chaque jeune Ivoirien ». Des experts de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire et de la Fondation Félix Houphouët-Boigny ont exhorté les jeunes à s'impliquer pour une paix durable dans le pays. Le temps fort de cette assemblée fut incontestablement l'élection du président du Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire. 2 candidats. Le président sortant, José Vayao, face à Serge Noguès Kouadio. Josué Vayao avec 101 voix pour un taux de 84,87%, remplit pour un second mandat de 5 ans. Je voudrais signifier ma joie et ma gratitude à l'attention de toute la jeunesse parlementaire qui vient de renouveler encore sa confiance pour une 2e mandature à la tête du Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire. Nous allons contribuer au développement de la Côte d'Ivoire à travers des campagnes de sensibilisation, les fléaux qui minent la jeunesse en Côte d'Ivoire, le phénomène des microbes, où il y a aussi le problème crucial de l'emploi en Côte d'Ivoire. Le parrain de cette assemblée générale est le président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié. Il était représenté par le professeur Jean-Noël Loukou,
qui a invité, au nom du parrain, la jeunesse à la mutualisation des efforts pour la stabilité et le développement de la Côte d'Ivoire. Notons le soutien du Parlement des jeunes du Bénin, représenté à Yamoussoukro par son président. Au chapitre développement, les femmes de la région du Bafing veulent contribuer à la promotion de la paix et du développement tant prôné par le chef de l'État. Ainsi donc, elles ont décidé de se regrouper en association en vue de mener des actions concrètes sur le terrain pour lutter contre la pauvreté. Masso Kone et Emma Niamie. Président d'association, chef traditionnel et guide religieux, fils et filles de la région du Bafing, tous sont venus prendre part à cette cérémonie organisée par l'Union des femmes de Dougba 1 de Touba. Pour la présidente de l'Union, il est impérieux de s'unir en association ou en ONG afin de mener des actions concrètes sur le terrain. Des actions qui permettront de développer la région et sortir les populations de la pauvreté. Le parrain de la cérémonie s'est dit fier de cette action. Il a assuré les femmes du soutien de tous les cadres de la région pour leur autonomisation. Joignant l'acte à la parole, le parrain a remis la somme d'1 million de francs CFA au groupe super de Dougba 1 de Touba. La fête a pris fin dans une ambiance bon enfant. Le comité de pilotage du projet d'appui aux infrastructures agricoles de la région de l'Indénié-Diablin s'est réuni récemment dans la ville d'Abengourou. Cette rencontre vise essentiellement à dresser le bilan après 4 ans d'exécution du projet qui a coûté près de 19 milliards de francs CFA. Commentaire, Sita Soron. 4 ans déjà qu'existe le projet d'appui aux infrastructures agricoles dans la région de l'Indénié-Diablin. Il contribue à l'amélioration de la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté dans la région. Selon les responsables du projet, 4 ans après l'exécution de ce projet, des avancées sont enregistrées au nombre desquelles la réhabilitation des pistes rurales et la construction d'infrastructures d'adduction en eau potable. La rencontre d'Abengourou a permis de dresser le bilan de ces actions de développement et d'apporter des réponses aux difficultés rencontrées par le comité de pilotage du projet. Outre ces réalisations, le projet d'appui aux infrastructures agricoles prévoit la réalisation de plusieurs opérations destinées à restaurer les moyens de production et d'écoulement des produits agricoles détériorés par la dernière crise politique pour un coût estimé à près de 19 milliards de francs CFA. Dans le département de Niakara, la sous-préfecture de Niédiéka se présente comme un véritable pôle de développement. De nombreuses actions sont menées pour le bien-être des populations, infrastructures sanitaires, scolaires et logements. Ces réalisations sont à mettre à l'actif de l'Association pour le développement de Niédiéka. Reportage Kader Sogodogo. Finition de la cantine scolaire pour accroître le taux de scolarisation et la construction d'un centre de santé intégré pour des soins de proximité. 2 infrastructures de base chères aux populations de Nangonieka, village de la sous-préfecture de Niakara. Les travaux de ces projets ont été lancés au cours d'une journée de développement et de cohésion sociale. Des réalisations qui viendront impulser le développement dans ce village. Ce village qui, heureusement, bénéficie de l'électricité. Cette journée de développement et de cohésion sociale est soutenue par des cadres et des structures de la région du Hambol. Les cadres en appellent à l'Union pour mettre en valeur les atouts agricoles et culturels de Nangonieka, toutes choses nécessaires pour son développement. Khalil Konaté, parrain de cette journée, est revenu sur les avantages d'un centre de santé de proximité et d'une cantine scolaire dans un village. Khalil Konaté a exhorté les filles et fils de Nangonieka à cultiver la fraternité, gage de tout développement harmonieux. Cette journée de développement et de cohésion sociale a été ponctuée par une rencontre de football. Le sport est un facteur de cohésion et de rassemblement. À l'étranger, cette opération déclenchée à l'aube en Syrie, Ankara et des forces de la coalition internationale ont lancé l'opération ce mercredi contre le groupe État islamique dans la ville syrienne de Jarablos, frontalière de la Turquie. Une dizaine de chars turcs sont entrés en territoire syrien. Le président Erdogan annonce viser le groupe État islamique, mais aussi les milices kurdes. Damas dénonce une violation de sa souveraineté.
Et puis, dans la nuit dernière, un puissant séisme a frappé le centre de l'Italie. Les secousses ont été ressenties jusqu'à Rome. Le bilan de 18 est passé à 38 morts, un bilan qui devrait encore s'alourdir. Les dégâts sont importants. Le commentaire d'Emilie Touré et de Maïsako. Un fort séisme de magnitude 6,2 a secoué le centre de l'Italie ce mercredi 24 août vers 3h30. La violente secousse qui a été ressentie jusqu'à Rome a frappé le centre de l'Italie, détruisant de nombreux bâtiments et ensevelissant des habitants. Le bilan provisoire donné par la protection civile fait état de 38 morts, de nombreux décombres et de disparus. Le chiffre des victimes pourrait donc augmenter selon le chef du département urgence de la protection civile italienne, Immacolata Pastiglione. L'épicentre du tremblement de terre se trouve à 10 km au sud-est de Norcia, une ville de la région de l'Ombrie. 6 personnes sont également mortes à Amatrice dans la région de Latium, non loin de l'épicentre du séisme. La France a déclaré se tenir prête à apporter aux autorités italiennes tout le soutien qui pourrait s'avérer nécessaire dans les heures et les jours qui viennent. Un précédent séisme de magnitude 6,3, ressenti en pleine nuit dans la capitale italienne, avait fait plus de 300 morts dans la région de l'Aquila, dans le centre, le 6 avril 2009. Et voilà, c'est la fin de ce 13 supervisé par Michel Mambo. Merci de votre fidélité.